Une personne proche de moi, dans un commentaire, une autre tierce personne a dit « Patrick est foutu. Désormais, il ne sert plus à rien. Il est incapable de marcher. » C'était comme un coup de poignard. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Michel, Ça va? comment tu vas? Ça va, ça va. Et le collègue Marco? Ouais, dans sa chambre. Comme D'accord. comme d'habitude. Hein. Il a bien dormi? Pas trop. On espère que ça va se soulager. Ah, j'espérais surtout qu'il m'opère du hernie discale. Ça sera encore mieux. Et puis avec l'AVC et la factus que j'ai fait, forcément, Ça te limite dans tes mouvements et ton il autonomie. y a beaucoup de trucs que je peux plus. J'ai même plus de force. Et je vais dans ma voiture, il faut que j'attrape ma jambe pour la mettre dans la voiture. Elle veut plus aller. Ah oui, tu peux plus conduire de la même manière. Non. Ouais. Ah, les choses, ça bouge, hein. Ah ouais, c'est ça. Ce matin, on va arriver à garder notre souris. Oui, Eh Michel, on va voir notre collègue Marco. ça va, c'est comme d'habitude. Collègue Marco, Oui. Qu'est-ce que tu viens encore faire, hein? alors je viens pour qu'on puisse rigoler. Petit bronzage, petit rayon de soleil. Pas le choix, Hein? on peut pas se déplacer. Bon, voilà, c'est vrai, on peut pas se déplacer. C'est ça le défi de la sclérose. C'est ça, La sclérose. CEP. La La CEP. La CEP, Sclérose en plaques. sclérose en plaques. Ok. Ouais. Ah, ouais. Oh, merci Michel, merci. Bon, heureusement que quand même, quand tu viens le voir, ils sont mignons, quand même. Ouais. Non, mais. Regarde, Michel va s'en aller. Ouais. Je vais être tout seul après. Non, on va tout faire pour que tu sois pas seul. À l'heure où je tourne ces images, j'ai l'âge de Patrick lorsqu'il a eu son accident. 26 ans. C'était il y a bientôt 20 ans. Ce moment de la vie où tout nous semble possible, la vingtaine. C'est à la fois génial d'avoir 20 ans et en même temps terrifiant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? Quelle est ma place? Comment être heureux? Patrick se posait ces questions lui aussi. Et puis, il y a eu l'accident. Une vie s'est imposée à lui, la souffrance s'est installée. Pourtant, aujourd'hui, c'est Patrick qui rend visite à ses voisins malades, Michel et Marco. Et à chaque fois, Patrick ne vient jamais seul. Son sourire l'accompagne partout où il va. Mais alors, d'où lui vient ce sourire? Est-il sincère? Ou n'est-ce qu'une façade? Comment un homme qui semble avoir tout perdu dans cet accident peut-il offrir autant de sourires aux personnes qui l'entourent? Ok, donc... ça tourne... Bah tu vois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, cette séquence-là, peut-être que ça se trouve, ça va durer 10-15 secondes, dire. Ouais. Il y aura juste une petite phrase que j'ai gardée ou quelque chose. C'est ça. Ça fait partie du truc. Et c'est ça que parfois le profane ne peut pas s'imaginer que tu peux te faire 5 heures de prise de vue. Ouais, Et dans las 5 heures, il y a une séquence que. ouais c'est ça. C'est fou, quoi. Que tu gardes finalement. Mais c'est tout ça. Et du coup, c'est ça, t'es dans le juste milieu entre vivre le plus possible et faire le plus possible de choses, C'est ça. tout en faisant pas n'importe quoi avec C'est ton ça. corps, parce que si tu C'est fais ça. ça tout le temps, tu peux pas tenir très longtemps, quoi. C'est la tension entre Ouais, vivre c'est ça. comme les autres Ouais. et vivre comme je suis censé vivre, comme mon organisme me l'impose. J'essaie au maximum de choisir quelque chose qui va me rendre heureux. Pour moi, c'est ma question tous les matins. Est-ce que je suis heureux? Ouais. Est-ce que je suis heureux dans oui. Ce moment, je suis heureux. Allez, Allez, à la tienne. à la tienne, pour ce magnifique projet sur ouais. lequel nous sommes. Ce projet est une enquête autour du sourire de Patrick. Pour en comprendre l'origine, je dois remonter un peu le temps. Patrick est né au Cameroun, dans une famille aimante. Il grandit avec son frère et ses 4 sœurs.
Plus tard, il rencontre un couple de Français qui deviendront ses parents de cœur, Lydie et Philippe. Alors qu'il est encore jeune, son père au Cameroun lui pose une question simple. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mon fils? Et moi, je lui avais dit, papa, moi, je veux être militaire. Parce que j'avais vu des casques bleus à la télé. Et pour moi, les casques bleus, c'était des gens qui prenaient soin. Avant l'armée, Patrick doit d'abord étudier. Son parcours scolaire est chaotique. Plus tard, il apprendra qu'il est dysorthographique et dyslexique. Entre la 6e et la terminale, un parcours censé durer 7 ans, lui en prendra 14. Après la terminale, Patrick pense enfin pouvoir rejoindre l'armée au Cameroun. Mais cette voie se ferme. À cause de problèmes de santé, une double hernie étranglée, Patrick est déclaré inapte. Son rêve d'armée s'écroule. Alors il est fondamental dans le cadre du lien armée-nation de pouvoir bénéficier de l'expertise donc de réservistes citoyens pour nous aider à créer ces liens entre l'institution militaire et la population civile. Et donc je pense que Patrick, qui est réserviste citoyen chez nous, incarne ces valeurs justement d'engagement et d'inclusivité dont nous avons besoin pour réaliser notre mission. Déclaré inapte pour entrer dans l'armée, une question s'impose à lui. À quoi vais-je consacrer ma vie? Ce qui se passe, c'est que j'avais choisi de prendre une année pour réfléchir. Comme le désir était de donner un sens à ma vie. Parce que moi, j'étais toujours convaincu que la plus belle vocation qu'on puisse avoir, c'est l'appel au bonheur. Mais maintenant, la question était de savoir où je suis appelé à être heureux. J'avais choisi de prendre une année à l'école de la foi dans le diocèse de Coutances pour me poser et réfléchir. L'une des conditions pour pouvoir faire vivre ces une année, c'était d'avoir un baccalauréat. Patrick travaille dur. Il obtient son baccalauréat. Fier, il n'a qu'une hâte, annoncer la nouvelle à ses parents. Ce jour-là, il ne trouve pas de bus pour rentrer chez lui. Alors il décide de faire du stop. Un homme s'arrête, il accepte de l'emmener dans sa voiture. Donc nous étions en montagne dans une voiture personnelle et le chauffeur il a fait un mauvais dépassement en 3e position. Je me souviens que moi j'ai vu le véhicule venir en face. Et là je peux vous dire que c'est quelques secondes, mais ces quelques secondes sont éternelles. Le chauffeur il a freiné brusquement et comme il pleuvait, on a basculé dans le ravin. On a fait plusieurs tonneaux. Le véhicule s'est arrêté à côté d'une rivière. Il s'était penché comme ça. Et je me souviens que j'ai vu un militaire qui a dit « Sauvez-les, sinon la voiture va tomber ». Et je me souviens très bien du visage du militaire qui dit « Celui qui est au milieu est le plus touché ». Il n'y a pas d'ambulance dans le secteur. Ils m'ont tiré et là, ça m'a complètement déconnecté la colonne vertébrale. Il faut savoir que Patrick, il a eu une rupture de la moelle épinière en haut de ses vertèbres lombaires, donc dans le bas du dos. Et de ce fait, il n'a plus la motricité qui lui permet de bouger ses jambes. Donc en kiné, on doit à la fois pouvoir lui maintenir sa mobilité au niveau de ses jambes, en le faisant bouger là où il n'est pas capable de le faire. Et puis on va aussi chercher à ce qu'il n'ait pas de problématique au niveau de ses épaules et de ses bras, parce que il faut s'imaginer que c'est un peu ses jambes à lui. À partir de mardi, on va commencer des trucs intenses pour préparer le championnat aussi. De rugby fauteuil? Non, de développé couché. Ok.
Patrick, comme il en a jamais assez, il fait du sport, il a fait du rugby fauteuil, il fait du développé couché. Donc on a des problématiques qui sont quand même assez particulières et assez singulières qu'on va aller travailler avec lui. C'est pas anodin si Patrick, j'ai décidé de le déplacer sa séance par rapport à mon collègue pour venir le mettre en premier patient le matin, parce que je sais qu'avec Patrick, je vais toujours avoir envie de venir travailler et je vais toujours être motivé à venir commencer ma première séance et que je vais avoir de l'énergie pour toute la journée. À la suite de cet accident, Patrick est paralysé des jambes pour le reste de sa vie. Son corps ne répond plus comme avant. Il vit avec une double incontinence, des difficultés respiratoires et des douleurs constantes, souvent très violentes dans les jambes. Je ne réalisais pas que j'étais devenu une personne en situation de handicap. J'ai véritablement réalisé que quand j'étais à l'hôpital, une fois, il y a une camarade qui est passée et j'ai voulu lever les mains pour dire bonjour. Et elle a baissé. Et là, j'ai compris que je n'appartenais plus au monde normal. Donc, c'est comme si du jour au lendemain, il y a une condamnation. Tu es condamné à rien. Tu ne fous plus rien. Du jour au lendemain, on te dit tu es incapable, tu ne peux plus rien faire. Bon, ça a été un choc, un vrai choc. J'ai fait 1 an, jour pour jour, à l'hôpital avec lui. Ça fait du mal de voir qu'un enfant, un fils, qui marchait, il courait, il faisait son basket, son foot, il monte, il descend. D'un moment à l'autre, tu le vois, il est couché, il faut le nettoyer, il ne doit pas manger n'importe quoi, il faut le retourner. Je le retournais après chaque 1 heure pour les problèmes d'escar. Voir les larmes de ses parents est quelque chose de très dévastateur. Parce que dans les yeux de ma mère, lorsqu'elle prend soin de moi, je vois de l'impuissance. Mais en même temps, je vois une puissance de l'amour. Ça m'a déstabilisé. Parce que le fils qui était là, qui était complètement amoché, avait le choix. Soit de se plaindre en se disant que la science ne peut rien, soit de se dire, l'amour de ma mère peut faire des miracles. Et en ce moment, j'ai pris conscience que j'ai le droit. J'ai le droit de me plaindre. J'ai le droit de pouvoir réclamer ce qui m'est dû. Mais il y avait quelque chose qui était plus puissant. C'était le devoir. Le devoir de m'aimer, puisque ma mère me montre qu'elle continue à m'aimer. Mais le devoir aussi de l'aimer, en participant à porter avec elle le poids de ma propre souffrance. Tu fais ça, regarde, tu fais ça. C'est moi qui haut. Vas-y, c'est toi qui fais. Bravo! Tu as fait le I. C'est bien. Voilà. B, C, K, L. Non, non. C'est une scène de manger avec des enfants qui ont le sceptre d'autisme. C'est vrai que c'est très difficile pour les aidants. Les aidants, ils sont parfois fatigués, surtout quand on a un autisme sévère. Dans le cas présent, ce sont mes neveux. Et là, ce week-end, les enfants, ils sont avec moi. Ils sont avec moi parce qu'il est important que la maman, qui est l'aidant principal, puisse se reposer, que le papa puisse se reposer. Ils n'ont pas les mêmes capacités, mais ils sont capables de le faire autrement. Ils vont manger, ils vont se salir, oui, c'est pas grave, mais ils vont apprendre à manger. Ils vont partir chez le coiffeur, ça sera difficile, mais c'est pas grave, ils vont apprendre. Regarde, regarde, voilà, regarde, c'est bien. C'est bien. Et... Il est fort. Oh, attends, non, c'est fini. ouais, attends. Regarde, Regarde. Bravo. Bravo. Ouais, comme ça, je donne un bon bol là. Voilà, c'est bien. On ferait une balle, copain, parce qu'il bouge pas beaucoup. Bravo.
Il faut beaucoup de patience et c'est pour ça que le métier du prendre soin devait être un métier valorisé partout dans le monde entier. Parce que dans les politiques publiques, si on met toujours l'humain au centre, alors on peut faire de belles choses. Très bien. Après une année à l'hôpital ponctuée d'opérations à répétition, Patrick rentre chez lui. Un long chemin de reconstruction commence alors. Il lui faudra 10 ans pour réapprendre à vivre avec son nouveau corps. Du jour au lendemain, en termes de dignité, on doit me laver, on doit faire ça, c'est assez dur, ça c'est clair. Mais dans mon cas précis, ce qui n'est pas toujours valable chez tout le monde, on réalise qu'on fait une expérience du détachement, d'un lâcher-prise, où on se rend compte que l'autre qui vient prendre soin de nous ne vient pas nous voler notre dignité, mais il vient participer à nous rendre autonomes, c'est-à-dire à nous permettre d'être bien. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se joue entre des notions comme liberté, autonomie, dépendance, et on réalise qu'en fait que qu'est-ce que la véritable autonomie? La véritable autonomie, peut-être il ne faut pas la confondre avec l'individualisme. Chacun a l'impression que la véritable autonomie, c'est que je sois capable de tout faire seul sans l'intervention de l'autre. Mais non, le matin quand je me lève et que je prends mon petit croissant, il vient d'où? Il vient du boulanger. Donc ça veut dire que mon petit déjeuner, il dépend de ce boulanger. Mais le boulanger, il fait son croissant avec quoi? Avec de la farine. C'est-à-dire cette farine dépend de l'agriculteur. On est tous interdépendants. Donc le drame de notre civilisation moderne, c'est qu'on nous a tellement rendus autonomes qu'on ne s'imagine pas qu'il y a quelque chose de beau, qu'il s'agit du prendre soin. Ça va Patrick? Comment tu vas mon ami Alors, Pierre? depuis le temps? Ah ben depuis le temps, Bah ouais. depuis le temps. Je suis en train de réfléchir pour améliorer mon autonomie, adapter mon lieu de vie, si possible changer même mon lit. Tu vois là par exemple on a un lit. Ah ouais. En fait, il parle de lui-même. La barre ici se relève, tu arrives avec ton fauteuil roulant ou ton déambulateur, tu peux te mettre dedans, et là tu as la télécommande et en un seul bouton, là je me relève et du coup... Au niveau transfert, c'est parfait. Ouais. C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Donc très là bien. je me relève et en fait ça lève plus haut. C'est ça. Mon copain Marco, il sera très heureux d'avoir un truc comme ça parce que justement, il a une sclérose. Voilà, c'est une solution. Je découvre aussi, donc je crois lui-même, il sera content. Ouais, carrément. Je te propose une petite solution, le petit café début oui, après-midi. oui. Allez. Tu disais la première fois qu'on s'est vu, ça m'avait marqué. Mais en fait, tout le monde finalement a un handicap, même s'il n'est pas reconnu par la médecine. On est tous des personnes en situation de handicap. Ouais, exactement. Et notamment, je vois dans cette société le stress. On est tous des personnes en situation de handicap. De la même manière, on est tous des génies. On est tous capables de quelque chose. Mais la condition, et c'est le défi même de notre humanité aujourd'hui, comprendre que tout est lié. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape François, que tout est lié. Est-ce que je prends le temps de m'accepter? Je prends le temps de chercher la solution qui est adaptée à moi, ou bien je prends le temps d'aller chercher l'aide qui correspond, parce qu'il faut pouvoir crier aussi sa douleur, sa souffrance. Non, je crois qu'il y a quelque chose de beau qui peut être fait encore dans ce sens. Ah, carrément. Voilà. Pendant ces 10 années de reconstruction, Patrick va rapidement commencer à partager son expérience autour de lui. Il va être invité à de nombreuses conférences, tables rondes, séminaires, et il finit par écrire son premier livre, Ma force de vivre. Dix ans après l'accident, je fais le projet de retourner à l'université pour 10 ans. C'est d'abord paradoxal parce que, étant dyslexique et dysorthographique, choisir de retourner à l'université, c'est se tirer une balle dans les jambes, même si les jambes, ça ne fonctionne plus.
Pour aller au-delà du simple témoignage personnel sur le handicap, Patrick se forme en sciences humaines, en théologie et en éducation, pour comprendre, transmettre et former. Il crée une entreprise dédiée à l'inclusion et intervient aujourd'hui dans des écoles, des universités, des associations et des entreprises. Patrick, comme tu le sais, les étudiants, ils avaient vraiment apprécié les heures que tu avais fait avec eux. Si tu es toujours d'accord, on va faire les 2 heures premier semestre et 2 heures deuxième semestre. Je crois que ça participe à donner aux étudiants un autre regard. Très souvent, notre monde linéaire donne l'impression que la vie, ça coule tout simplement. Même si il arrive qu'à un moment dans la vie qu'il y ait des moments de doute, même s'il arrive qu'à un moment, il y a un moment de blessure, le plus important, c'est comment il se regarde. Tu ne le lâches pas, ok? Tout est dans le mental. Donc, je te fais confiance, tu joues à fond, parce que je crois en toi. Ça marche? Allez, on y va, chacun prend son joueur. Allez, chacun prend son joueur, chacun prend son joueur. Ah, Victor, il est parti. Victor, il est parti. Voilà, j'ai récupéré Victor, Attention, c'est une fusée, Il va partir, c'est une fusée. La véritable barrière, le véritable handicap, ce n'est pas le fauteuil. Le véritable handicap, c'est un cœur qui n'arrive plus à voir en l'autre un humain. Le véritable handicap, c'est quand je n'arrive plus à pouvoir m'aimer moi-même. Le véritable handicap, c'est quand je n'arrive plus à pouvoir sourire de ma propre vie. Le véritable handicap, c'est quand on ne me met pas dans les conditions qui me permettent de réaliser un certain nombre de gestes. Voilà véritablement comment je perçois un peu cette notion et comment moi, à mon niveau, j'ai essayé de vivre cela dans mes étapes de reconstruction. C'est la guerre. Les forces spéciales. On y va. Attends. Tu fais partie des forces spéciales. On va y arriver. C'est David qui me disait, je suis trop fier d'Anto parce que je vois comment Anto il fait des belles choses maintenant que tu faisais pas avant. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Écoute, Merci. c'est réciproque. Je rêve de faire 96 kilos. Parce que je me suis pas beaucoup entraîné, parce que j'ai perdu maman Lydie il y a 2 mois, donc psychologiquement c'est pas le top de la forme. Allez, j'ai trop d'émotions, je veux pleurer, je vais. La première, elle est passée. La seconde, je ne l'ai pas verrouillée complètement. Et je crois qu'il y a eu un peu de stress et un défaut de technicité parce que normalement, aux entraînements, j'arrive. Alors là, je suis arrivé, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que ça fait 3 mois, je ne me suis pas entraîné. J'ai perdu Lydie qui était ma maman et tout ça, d'un cancer foudroyant. Et tu vois, quand j'entre ici, il y a un double sentiment. Le fait de dire, finalement, je n'ai pas été capable. Et je tombe sur toi, tu me dis... Tu as fait ce que tu peux, quoi. Voilà. Mais c'est ce que toi, tu me dis qui me... Attends, rappelle-moi d'abord. J'ai eu un cancer
J'ai été sous traitement cette année pendant 8 mois. J'ai réussi à me réentraîner que depuis 2 mois. J'ai fait 142 kilos là. Après avoir fait la chimio. Après avoir fait la chimio. Tu m'as réjoui le cœur. Ah, de rien, Voilà. c'est normal. Voilà, déjà, ben écoute, ce sont des larmes plutôt de joie. On ne va pas dire que c'est pas de la tristesse, c'est l'émotion. J'ai pas l'habitude de montrer mes émotions. C'est pas Pour grave. ceux qui vont me voir pleurer pour la première fois, ils vont dire, ben ça pleure aussi. Bon, ben ça peut arriver. C'est bien. Merci à toi, bonne journée à toi. Ben merci, Allez, ça marche. à bientôt. À bientôt, ça marche. Merci à toi. Allez. Merci, au revoir. Voilà, je crois que c'est le seul lieu où je me sens impuissant, la mort. Je peux rien. Moi aussi, un jour, je vais mourir, ça c'est sûr. D'abord, je m'en fous. Le plus important pour moi, ce n'est pas le nombre d'années sur la Terre, c'est la qualité de la vie. Mais là, pour la première fois, je me suis senti quand même impuissant. Voilà, elle est morte. On n'est jamais préparé à ça, même quand on a l'habitude. Je suis un accompagnateur, je suis un préparateur, mais parfois même le coach a besoin d'être coaché. Mais je crois que c'est un devoir d'exprimer ses émotions. Toutes les émotions qui ne sont pas exprimées vont nous noyer. On va se noyer à l'intérieur. Voilà, je crois que c'est un bon championnat, ça m'a fait pleurer. Pas parce que j'ai raté 96 kilos, on s'en fout de tout ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire mieux que nous. Juste parce que j'ai rencontré, je crois, ce Rodriguez là. Et, allez, let's go. On continue. Est-ce que la souffrance a un sens? Parfois, il n'y a pas de discours, juste le silence. Chut, on la ferme, pas de discours. Parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Quel est l'enseignement? Chut, il n'y a rien à dire. Juste à être présent à côté de la personne. Et maintenant, laisser l'autre faire son chemin. Quand quelqu'un a un deuil, tu ne viens pas lui dire « Écoute, c'est pas grave, viens, on va aller manger un resto, c'est tranquille, t'inquiète, il est parti. » La personne souffre de l'intérieur. Mais en ce qui me concerne, la souffrance nous enseigne toujours quelque chose. La souffrance de l'autre me rappelle ma vulnérabilité. La souffrance de l'autre me rappelle ce que c'est que l'humilité. La souffrance de l'autre me rappelle que je suis qu'une chair et que tout peut s'arrêter à un moment. Quand vous passez dans un pavillon de soins palliatifs, vous voyez des gens souffrir, vous vous reposez des questions sur ce que vous faites de votre vie. Je ne crois pas qu'il faut passer par la souffrance pour comprendre cela, mais le fait que j'ai vécu cela me dit tout simplement, ok, c'est mon chemin à moi, et je ne prends pas plaisir à être sur le fauteuil. Hein. Si aujourd'hui on me dit lève-toi et marche, je me lève. Hein. Ah non, mais je me lève et si possible, si je peux affronter Mbappé, je vais l'affronter. Hein. Avec Ronaldinho, et tous ils jouent contre moi seul. Hein. Voilà, ça c'est clair. Mais là, je ne peux rien contre cet état de douleur, de souffrance, alors j'accueille. Et ça m'apprend à rester tout petit. D'où vient cette joie que tu partages beaucoup, ce sourire? Pendant un an, c'était un peu ce que j'ai essayé de fouiller dans ton quotidien, dans ton histoire. J'ai l'impression que c'était là en fait depuis longtemps, depuis le début. J'ai vécu dans un environnement qui était toujours disponible pour me porter. J'ai une famille géniale, j'ai eu des parents magnifiques, j'ai eu des amis qui ne m'ont pas laissé tomber, qui étaient aussi présents. J'ai eu des médecins magnifiques aussi qui prennent soin de moi. Donc tout ça, ça fait un package. Ça fait un package. Et je crois que parce que je suis appelé à être heureux, je suis appelé à transmettre. Même ma joie, elle est authentique, elle vient de l'intérieur et elle se traduit sur mon visage. Mais c'est une joie qui peut être aussi, qui peut rencontrer des difficultés. Je peux pleurer aussi, je peux me tromper. Mais le plus important, c'est de garder le cap. Le cap en se disant, il y a des choses qui dépendent de moi. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Alors moi, je veux concentrer mon énergie sur ce qui dépend de moi. Sourire dépend de moi.